Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live organisé par Manergie. Je suis Charlène, responsable communication et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui peut sembler un peu technique au premier abord, mais qui est en réalité un véritable levier pour les industriels. On parle ici bien sûr de l'ISO 50001. Donc ce webinaire va durer environ 45 minutes. On commencera tout d'abord par 30 minutes de présentation qui sera animée par Alicia, qui est notre responsable du pôle conseil et bien sûr experte de l'ISO 50001. Et ensuite, on gardera 15 minutes à la fin de la présentation pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, n'hésitez pas à vous rendre dans l'onglet chat et commencer à poser vos questions dès maintenant. On a aussi bien sûr prévu un moment d'interaction à travers des sondages. Donc l'idée, c'est aussi d'apprendre à mieux se comprendre, enfin mieux se connaître, mieux comprendre comment fonctionne l'ISO 50001 ensemble et de manière pédagogique. Et pour finir, comme promis au moment de l'inscription, vous aurez accès à un guide exclusif créé par les experts Manergie autour de l'ISO 50001. Donc pour ce faire, on vous invite à cliquer sur le petit bouton que vous trouvez juste en bas à droite, qui est Je veux être contacté, et ça permettra de recevoir ce guide et également de recevoir toute l'actualité de Manergie Industrie. Donc voilà pour la petite présentation. J'espère que vous nous entendez bien. N'hésitez pas à nous dire dans le chat. Et on va démarrer tout de suite avec Alicia, que je laisse faire sa présentation. Bonjour, merci Charlène. Bonjour à tous. Merci de votre présence pour parler aujourd'hui d'ISO 50001. Donc moi, je suis Alicia Zambito, je suis responsable du pôle conseil en décarbonation pour les industriels chez Manergie Industrie. Ça fait 10 ans que je travaille dans ce secteur, dans l'efficacité énergétique et bien sûr dans la partie performance énergétique pour les industriels via l'ISO 50001. Manergie Industrie, on travaille dans tout ce qui est conseil en ce qui me concerne, mais également sur la partie ingénierie, voire clé en main pour les industriels de tout secteur, de toute taille. Pour illustrer ça, on vous a mis quelques-unes de nos références. Donc, comme vous le voyez, il y a des noms variés, de secteurs très différents, de tailles différentes, et je vous ai mis également quelques chiffres Manergie, donc une quarantaine d'années d'expérience, réparties un peu partout en France via nos agences, 26 au total, 500 collaborateurs et plus de 5000 missions par an. Donc là, on est effectivement réunis pour une bonne demi-heure de présentation sur l'ISO 50001 et un temps d'échange en fin de session d'une dizaine ou quinzaine de minutes. L'idée ici est de commencer par vous expliquer ce qu'est l'ISO 50001, de répondre à vos questions pour ceux qui connaissent bien et ceux qui connaissent moins bien. On fera un focus sur la partie réglementation, les financements qui existent, et on rentrera plus dans le détail de comment on met en place un système de management de l'énergie sur un site industriel, en vous partageant un retour d'expérience précis et en vous expliquant comment Manergie fonctionne de façon concrète. Donc, comme je viens de l'introduire, l'idée là est de vous donner déjà les premières réponses sur ce qu'est l'ISO 50001, quels sont les objectifs de cette norme et pourquoi finalement un industriel a tout intérêt à se lancer dans la démarche. Donc l'ISO 50001, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une norme internationale, comme toute norme ISO. L'idée est de définir ce qu'est un système de management de l'énergie et d'expliquer quelles thématiques et quels secteurs couvrent le système de management de l'énergie et de donner quelques tips, quelques clés via cette norme. Comme toutes les autres normes, ISO, elle a la même structure. Donc, l'idée, c'est toujours d'être dans l'amélioration continue via, comme vous le voyez là, un PDCA, donc Plan, Do, Check, Act, et de venir améliorer de façon continue sa performance. Dans la norme ISO, du coup, on regarde tout type d'énergie. Donc, pour les sites français, souvent électricité, gaz, mais aussi toute autre source que vous pouvez avoir sur vos sites. Et on démarre avec la première question. Donc, on aimerait bien savoir aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui rend l'ISO 50001 particulièrement intéressante par rapport à vos problématiques que vous pouvez rencontrer?
Donc, on a le sondage qui est en train de se lancer et qui est disponible. Donc, n'hésitez pas à aller juste sur la droite et cliquer dans l'onglet sondage. On vous a mis des choix multiples, donc soit la réduction de vos coûts d'exploitation, soit la réponse à vos obligations réglementaires, soit la réduction de l'impact environnemental, ou bien encore la structuration de votre démarche énergie. Ok, donc on a les résultats. Alors, c'est assez varié. Principalement, ce qui vous intéresse, c'est de structurer votre démarche énergie. On a ensuite la réponse à vos obligations réglementaires, puis la réduction de vos coûts d'exploitation et ensuite la réduction de l'impact environnemental. Toi, Alicia, qu'est-ce que tu en penses en général quand tu parles à tes clients? Qu'est-ce qu'ils peuvent te donner comme arguments principaux? Alors, c'est assez varié, mais c'est vrai que nous, en général, ce qu'on a en premier, c'est la partie réduction des coûts d'exploitation. Mais donc là, on voit que c'est un quart des réponses. Donc voilà. Et après, on a aussi d'autres retours sur la partie, bien sûr, réglementation, assurer la conformité réglementaire, la partie cibler ses investissements via des plans d'action structurés, et donc de savoir finalement quel investissement faire en premier plutôt qu'un autre, l'impact environnemental, heureusement, et des choses qu'on entend de plus en plus sur la partie communication aussi, pour impliquer le personnel, que ce soit en interne, aussi communiquer en externe et améliorer son image, et des sujets de plus en plus variés, et en tout cas sur la partie mix énergétique, dépendance énergétique, production, autoconsommation. Donc ça, c'est des choses qu'on entend souvent chez les clients. Mais on a mis en valeur la partie coût d'exploitation qui revient presque la moitié des cas. Ok, très bien. Et il y a une autre question également qu'on pourrait se poser, justement, une fois qu'on a ce contexte-là. Parmi les entreprises industrielles actuelles, donc vous en faites partie, hors TPE, combien, selon vous, étaient certifiés ISO 50001 en 2022? Donc, est-ce qu'on est plutôt sur 1%, 5%, 10% ou 15%? On vous laisse une petite minute, prendre le temps de réfléchir. Ok. Alors, la majorité d'entre vous ont répondu plutôt aux alentours de 5%. Ensuite, 1% et on est après sur le 10%. Personne n'a pensé à aucun en revanche. Alicia, je te laisse peut-être le soin de la grande révélation. Suspense. Non, on est plutôt autour de 1%. 1%. Donc, en fait, ce qu'on est en train de se dire, c'est que la plupart des industriels ne s'est pas forcément lancé dans la démarche, jusqu'à la certification en tout cas, et malgré finalement une existence de la norme ISO depuis 2011. Donc, tout le monde est un peu dans la même situation à s'intéresser à la norme ISO. On constate quand même un pic croissant pour la démarche ces dernières années. Notamment, on va en parler juste après grâce à la réglementation plutôt. Donc voilà. Donc 1%, la bonne réponse. Ok, ça fait une parfaite transition pour notre partie numéro 2, qui est justement la réglementation. Quel est le contexte réglementaire aujourd'hui et du coup les conséquences qui sont imputées aux moyennes et grandes entreprises.
Oui, l'idée de cette partie est de vous donner un décryptage de la réglementation liée à l'ISO 50001 et de vous citer donc des avantages à obtenir cette fameuse certification pour un site industriel. Donc, je pense que vous en avez tous entendu parler cette année, mais on va essayer de résumer de façon simple la loi DADU, qui est une transcription de la directive européenne liée à l'efficacité énergétique. Donc, depuis le 30 avril 2025, donc c'est plutôt récent, la directive a été transcrite dans le droit français. Donc, qu'est-ce que dit la loi DADU? Déjà, l'idée, c'est de venir classifier les industriels. Petit site vs gros site. Qu'est-ce qu'un gros site industriel? C'est un site qui consomme plus de 23,6 gigawattheures d'énergie par an. Donc, c'est calculé en faisant la moyenne sur les 3 dernières années, en sommant toutes vos consommations d'énergie. Donc, gros site industriel, plus de 23,6 gigawattheures par an. Petit site, c'est supérieur à 2,7 gigawattheures par an. Qu'est-ce que cela implique en fonction de la typologie des sites? Donc, pour les gros sites, mise en place d'un système de management de l'énergie ISO 50001. Pour les petits sites, obligation de faire un audit énergétique réglementaire tous les 4 ans. En termes de temporalité, le système de management de l'énergie certifié ISO 50001 doit être mis en place et certifié à partir au plus tard le 11 octobre 2027. Pour les petits sites, je vous l'ai dit, c'est à réaliser tous les 4 ans, l'audit. Par contre, petit site ne dit pas que l'ISO 50001 n'est pas une option. Ça vous permet, et ça l'a toujours permis, d'exempter finalement de l'audit énergétique tous les 4 ans. Donc, ça reste intéressant et puis ça permet aussi de structurer, comme on l'a dit précédemment, sa performance énergétique et sa politique énergie au niveau du site. Et donc, pour les gros sites, il faut aller jusqu'à la certification par un organisme accrédité, ce qui vous permet de suivre votre performance régulièrement et de venir l'améliorer. Donc, en synthèse, l'ISO 50001, ça permet d'être exempté pour tous les audits qui sont obligés de faire un audit réglementaire tous les 4 ans. Ça permet d'être en raccord avec la réglementation, de structurer, puisque la norme ISO le demande, sa veille réglementaire et d'anticiper toute conformité. Limiter des sanctions, forcément, si vous êtes hors scope réglementaire. Et on en parlera juste après, de bénéficier de soutien ou d'incitation financière. Les financements disponibles. On va parler des 2 principaux qui permettent d'aller, en tout cas qui soutiennent l'ISO 50001 et qui forcent, ou en tout cas qui encouragent à aller dans cette démarche. ProSMEN, on en a beaucoup parlé cet été. Quelques notions clés. C'est un dispositif qui existe depuis 2016, donc c'est pas récent. Il faut savoir que là, on est sur la période 2023-2028 et que ce financement permet d'aller donner jusqu'à 11 millions d'euros au total à des industriels pour les aider à accompagner, en tout cas financer l'accompagnement et les inciter à aller vers une certification ISO 50001. Ce qui s'est passé cet été, ce pourquoi on a parlé beaucoup de ProSMEN, c'est qu'on a atteint finalement ces fameux 11 millions d'euros. C'est du coup 280 demandes de primes de 40 000 euros maximales. Donc en fait, beaucoup de personnes se sont retrouvées à être sur liste d'attente et effectivement au 1er octobre, ça y est, c'est le cas, il y a 80 sites déjà sur liste d'attente. Donc le dispositif se termine effectivement en 2028, mais en termes d'inscription, pour le moment, c'était sur liste d'attente et là, on ne peut plus s'inscrire. Pour ceux qui sont déjà inscrits, ça demande d'être certifié 18 mois plus tard. Donc voilà, et chaque groupe industriel peut faire jusqu'à 5 primes et 5 demandes, donc 5 fois 40 000 euros. Ça, c'est pour ProSMEN. Et il y a l'abattement TURP aussi qui est disponible alors là, pour le coup, pour les gros sites ou en tout cas les gros consommateurs d'électricité,
Il y a plusieurs possibilités, ou en tout cas plusieurs critères. Le majoritaire, c'est d'avoir plus de 10 gigawattheures de consommation d'électricité par an. Et ça permet de venir réduire drastiquement sa facture, en tout cas la partie transport, de 50% à 81%. Il faut savoir que cet abattement TURP n'est pas compatible ou cumulable avec ProSMEN, mais est souvent plus intéressant en termes de montant que les 40 000 euros de ProSMEN. Comment ça marche pour l'abattement TURP? Une fois que vous savez que vous êtes éligible, il faut faire une demande avant le 30 novembre. Donc ça, c'est chaque année. Une fois que vous avez fait votre demande, de la même façon, vous devez justifier d'une certification 18 mois plus tard. Et ce qui va être fait, c'est que tous les ans, vous allez devoir justifier de l'amélioration de votre performance via un plan de performance énergétique qui est audité en quelque sorte chaque année. Pour pouvoir présenter ce plan de performance énergétique, il faut être ISO. Donc voilà un autre avantage financier, peut-être un peu moins connu que le ProSMEN, mais qui est tout aussi intéressant. Une fois qu'on s'est dit tout ça, on sait ce qu'est l'ISO 50001, on sait quels sont les avantages, on a fait le point sur les réglementations et les financements. Maintenant, comment on fait pour aller se lancer dans la démarche et pour vraiment mettre en place son système de management de l'énergie? C'est ce qu'on va regarder dans cette partie, en faisant un zoom sur les différents chapitres et différentes thématiques abordées concrètement dans la norme ISO 50001. Et naturellement, comme pour tout projet, vous avez certainement, comme d'autres, rencontré des freins dans la mise en place d'un système ISO 50001. Selon vous, aujourd'hui, dans votre situation, quel est le principal frein à la mise en place d'un système ISO 50001? Est-ce que vous avez plutôt rencontré des contraintes techniques, une difficulté de suivi de la consommation de l'énergie, du contrôle des gains rattachés? Est-ce que c'est plutôt une problématique, un frein au niveau de la charge du travail et le fait d'embarquer les équipes? Ou bien encore, par exemple, une difficulté d'identifier des prestataires compétents pour votre accompagnement? Comme tout à l'heure, on vous laisse bien sûr 30 petites secondes pour répondre. Ok, donc partageons les résultats. Alors pour vous, en grande majorité, vous êtes 62% à dire que c'est un sujet de charge de travail. On a ensuite à 24% une difficulté de suivi de la consommation d'énergie et du contrôle des gains réalisés. Et ensuite, à 10%, une difficulté d'identifier des prestataires compétents. Alors, pour ça, nous, on aimerait bien vous partager une étude intéressante qui a été menée par l'AFNOR et qui, donc, du coup, c'était plutôt en 2019, celle-ci, a permis d'identifier un peu les points de douleur des différents industriels. Ce qui ressort le plus, donc entre le frein majeur et pas évident, c'est d'abord la contrainte technique. Il y a ensuite la difficulté à mesurer et à suivre efficacement la consommation d'énergie et les économies réalisées. Et également le point que vous avez remonté, qui est la charge de travail. Donc bien sûr, on ne va pas forcément détailler cette étude aujourd'hui, mais on va vous partager la présentation. Vous pourrez vous repencher sur l'ensemble des slides. Donc, juste pour qu'on puisse vous l'envoyer, il faut juste accepter et de cliquer sur le petit bouton en bas à droite pour être contacté. Bien sûr, on reste disponible pour échanger aujourd'hui dans la barre de chat sur les différents freins que vous avez pu rencontrer. Est-ce qu'il y en a d'autres également qui sont présents dans ce tableau-là et sur lesquels vous souhaitez avoir un échange avec nous aujourd'hui? Mais en tout cas, pour répondre notamment à la contrainte technique, il y a bien évidemment une méthodologie à respecter et c'est aussi le rôle des équipes de Manergie d'accompagner les industriels dans ces problématiques-là. Alicia, qui connaît bien ces freins, va vous faire son retour d'expérience là-dessus. Oui.
Déjà, je ne suis pas très étonnée des retours, hein. C'est vrai que souvent, on nous parle soit du comptage qui n'est pas assez présent et qui ne permet pas, en tout cas aujourd'hui, de suivre convenablement les usages et de suivre la performance du site. Et après, ce qui nous est remonté assez régulièrement, c'est effectivement le temps que ça implique de se lancer dans la démarche. Donc, c'est plutôt raccord avec ce que je sens du terrain, en tout cas. Maintenant qu'on s'est dit ça, là, l'idée, c'est de vous donner quand même une vision assez express de ce qu'il y a dans la norme, qui n'est pas si grosse que ça, mais il y a quand même quelques pages à lire. Donc là, c'est forcément une vision très résumée. Mais par rapport à ce qu'on s'est dit au début, alors la première partie, effectivement, il faut planifier. C'est la partie la plus importante et la plus chronophage, hein, quand on se lance dans la démarche. L'idée, c'est de venir comprendre le contexte du site, soit du groupe, hein, ça peut être aussi une démarche multisite, ça dépend. De venir impliquer la direction et définir sa politique énergétique et du coup constituer une équipe énergie. Donc définir les rôles de chacun. Et souvent, là, ça peut être assez compliqué de savoir finalement quel sera le rôle, qui aura du temps pour travailler sur telle ou telle tâche. Donc, c'est déjà des réunions et des ateliers de travail pour commencer. Une fois qu'on s'est dit tout ça, il y a la partie planification énergétique qui est la partie finalement assez propre à l'ISO 50001. Les autres ressemblent fortement aux autres normes ISO, mais en tout cas, dans celle-ci, c'est là où on vient faire l'état des lieux de la performance énergétique au moment de commencer cette démarche, où on vient regarder qu'est-ce qui consomme finalement sur le site, qu'est-ce qu'il va falloir surveiller de façon prioritaire, quelles sont les actions déjà préidentifiées, pour se fixer des objectifs et mettre en place des indicateurs qu'on pourra suivre à fréquence régulière pour voir finalement comment la performance évolue. Sur la partie mise en œuvre, disons que sur cette partie-là, il va falloir, de façon opérationnelle, mettre en place ce qu'on a vu dans la partie 1. Donc là, on a parlé d'équipe énergie, on a parlé d'impliquer le personnel. Forcément, ça passe aussi par la partie ressources humaines, formation, compétences. Donc, tous ces sujets-là sont aussi à aborder et prennent de la place dans la norme ISO. La partie sensibilisation, communication, c'est ce qui est regroupé dans le chapitre qui est appelé support dans la norme. Sur la partie 8, on a tout ce qui est appelé activité opérationnelle, on pourrait entendre maîtrise opérationnelle. Là, l'idée, c'est de pouvoir mettre en œuvre toutes les actions décidées dans la partie planifiée. Donc, forcément, tout ce qui est maintenance, tout ce qui est suivi, exploitation sont à aborder. La partie achat, que ce soit de services ou de matériel, doit prendre en compte également la performance énergétique. Donc, toutes ces parties-là sont aussi à étudier ou en tout cas à structurer dans sa démarche énergie. Une fois qu'on a mis en place notre système, il faut bien sûr l'évaluer. Donc, quand on dit évaluer, ça peut être via des audits internes, externes. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir à la fin, à chaque fois, un rapport vous permettant de savoir ce qui va et ce qui ne va pas en termes d'écart par rapport à la norme ISO 50001. Et une fois que vous avez votre audit et le résultat, eh bien, il reste à améliorer votre système pour mettre en place des actions, que ce soit correctives et ou préventives, pour venir améliorer et refaire un cycle comme ça, en général, chaque année, pour venir, au fur et à mesure, vous améliorer. Pour vous donner peut-être quelques chiffres clés ou en tout cas un exemple un peu plus concret d'un accompagnement qu'on a fait ou qu'on est en train de faire avec un client du secteur de l'automobile, ça vous permettra peut-être de plus vous projeter et de voir ce que ça implique de se lancer dans une démarche ISO 50001.